Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles de la ville de Lassar. Qui de mieux placé pour nous en donner que son maire actuel, M. Normand Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Ça fait toujours plaisir de venir ici. Et c'est réciproque de vous recevoir, M. Houde. Faut juste faire une parenthèse, si vous me permettez, parce que un des grands de la politique municipale nous a quittés fin septembre dernier, 26, je crois, septembre dernier, M. Ulrich Chérubin, et tous les maires, les préfets qui ont eu à travailler avec lui, vous avez eu vous-même à travailler avec M. Chérubin, c'est un choc pour à peu près tout le monde. Je suis en choc parce que Ulrich, c'est un ami, c'est un type que je connais depuis 2003. Et puis, on a travaillé beaucoup ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours eu du plaisir aussi à travailler ensemble. Mais quand tu reçois une nouvelle comme ça, là, tu restes surpris. Oui, on reste surpris. Moi, ça m'a atterré parce qu'Ulrich, on s'appelait de même. Ulrich, moi, je le considérais comme un ami. Parce que quand il venait ici, dans le studio, il partait d'Amos pour venir en entrevue ici. Puis il rentrait toujours de bonne humeur, puis il se plaisait à m'appeler mon ami Gabi, je l'appelais mon ami Ulrich, comment il va, puis etc. Tu sais, c'était... On le taquinait tout le temps, puis il riait. Ah oui, exactement. Quand il arrivait au mois de février ici en entrevue, je disais, bon, il est allé se faire griller. On riait. On disait, c'est donc bien sombre aussi. Il s'était toujours... il prenait ça en riant. Exactement. Alors, ce fut une perte pour l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement pour Amos. Pour la famille aussi. Pour la famille, alors aussi, on en profite pour offrir nos plus sincères condoléances à la famille de M. Ulrich Chérubin. Monsieur Houde, il y a des gens qui ont sursauté un peu, des pilotes d'avion qui ont reçu une taxe spéciale aux utilisateurs de l'aéroport de Lassar à Saint-Vital de Clermont. Une taxe de 500 $. Et ce qui a, je pense, un peu chatouillé ou choqué ces personnes-là, c'est qu'ils ont reçu cette taxe-là sans avertissement. C'était quoi pourquoi avoir agi comme ça et pourquoi charger 500 $? Dans le fond, ça n'a pas été sans avertissement en réalité, parce qu'on a passé un règlement à la ville de Lassar au mois de janvier de l'année passée. Et puis, c'est bien marqué dans le règlement, la résolution qu'on a appuyée. Et puis, c'est clair que c'est évident que ces gens-là, il y en a quelques-uns qui ont été avisés. Mais ils n'ont pas été avisés par lettre comme tel. Ah, OK. Ça veut dire que c'est ça qui parle. Maintenant, où ils restent surpris, c'est que, mettons, Amos ou Val-d'Or ou Rouen, leur charge à peu près le même taux, ils chargent à peu près le même prix, mais ils opèrent à l'année. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a un petit peu chatouillé un petit peu, parce que les gens se disent, on est prêt à payer 500 $ par année, comme Amos le fait, comme Rouen le fait, sauf que les aéroports d'Amos, les aéroports de Rouen, Val-d'Or, c'est ouvert 12 mois par année, tandis que celle de Lassar est ouverte à peu près 7 mois par année. On les a rencontrés hier soir, justement. Il y avait les responsables du comité d'aéronautique. Oui. Et puis on les a écoutés, puis on leur a dit, le conseil va se pencher sur vos revendications, mais on va vous revenir avec ça. Donc on va revenir avec ça. Et les revendications étaient quoi, surtout? Bon, c'était surtout ça, là, où ils trouvaient que même prix, puis ouvert moins longtemps. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, c'est un peu la raison pourquoi ils nous ont expliqué. On les a écoutés. Oui, c'est ça. Ils ont le droit, puis c'est notre but. C'est démocratique. Ces personnes-là ont été demandées des explications. Puis on se dit, on a une belle piste, on a un beau site, fait que on n'a jamais rien chargé non plus. Ça nous coûte 60 000 $ par année. Ça coûte 60 000 $ par année, ou environ, disons, là. L'entretien. Mais, Monsieur Houde, je sais pas, là, une question de même, c'était même pas prévu, là, dans ce que nous étions pour parler, mais est-ce qu'il se pourrait qu'un jour, cette piste-là soit ouverte 12 mois par année? Ça prendrait un investisseur.
OK. Ça prendrait des investisseurs. Parce que si on veut qu'un aéroport fonctionne, c'est extrêmement dispendieux d'être équipé avec des équipements, des employés qui travaillent là en permanence. OK. Ça. Quand on parle d'un aéroport qui fonctionne tous les jours, ça veut dire 24 heures sur 24. Là. Ah, OK. Tu sais qu'à ce moment-là... Parce que moi, j'ai toujours dans l'idée du fameux jet ambulance. Oui, c'est ça. Que lorsqu'il commence à avoir de la neige, il ne rentre plus fini. À la salle. Oui, il vient pour 6 mois, 7 mois, fini. Mais du moment c'est sûr que c'est mieux, c'est mieux que c'était avant, parce qu'il y a un temps où le jet ambulance, il rentrait même plus. C'est ça. Mais là, au moins, il va rentrer 6-7 mois par année. Puis après ça, il ne faut pas oublier une chose, des coûts, là, que ça nous coûte, là, tu sais, on fait couper des arbres, on fait entretenir, on remplace les lumières, on s'est fait vandaliser aussi, des choses. On a du vandalisme, on répare au fur et à mesure, on entretient au fur et à mesure, plus le service de l'essence aussi. Qu'on donne, et on paye une personne pour ça. Et c'est toutes ces affaires-là. Les instruments qu'on a changés là, dernièrement, c'est dispendieux, ces instruments-là. Là, dans Monsieur Wood, peut-être une question comme ça, parce qu'on parle de vandalisme, là, justement. Ça, c'est la plaie d'à peu près de toutes les municipalités, de toutes les villes. Quel est... en proportion ou en chiffres, là, grosso modo, ça coûte combien, mettons, à la ville de La Sarre, là, ce fameux vandalisme qui donne absolument rien, soit dit en passant? C'est dur à évaluer. Ouais. Hein. Mais il y en a beaucoup. Regardez juste l'aéroport, à un moment donné, on s'est arrivé de bonne journée, toutes les lumières avaient toutes été brisées de la piste. À ce moment-là, il faut remplacer ça. Là. Oui, parce que si le jet ambulance, parce que ces personnes-là sont... Moi, là, je m'adresse peut-être à ces personnes-là, là, s'il y en a qui nous écoutent. Ça vous donne quoi, là? Puis, si, mettons, là, c'est votre père, c'est votre frère, c'est votre sœur, qui est malade, puis qui a besoin d'avoir le jet ambulance, puis là, il peut pas rentrer de nuit à la salle parce que vous avez brisé les lumières de la ville. C'est ça, là, ce sont les inconvénients majeurs qui sont dus à des bris comme ça. L'avion, elle vient souvent. Ben oui, elle vient souvent, certain qu'elle vient souvent. On a une belle piste, puis c'est bien organisé. Si vous voulez casser des lumières, en tout cas, cassez-en pas, mais si vous voulez en casser, au moins là c'est pas l'endroit, s'il vous plaît, là, c'est pas l'endroit. Notre aéroport, on a eu une subvention, on a travaillé fort pour aller le chercher, mais il faut en payer le tiers. Puis ça, je parle de 60 000 environ par année d'entretien, plus qu'est-ce qu'on paye là, toute seule. Là. Ça sert à toute la région, l'avion ambulance. Là. On va chercher des gens de Normantan. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, je sais pas, il pourrait pas... on soulève un point, mais qui est quand même très important, là, quand même. Mais, M. Hood, est-ce que ce serait une chose possible que les municipalités d'Abitibi-Ouest versent un certain montant d'argent pour que cette piste-là soit aménagée 12 mois par année? Est-ce que c'est une chose possible? Parce que juste à prendre des jets ambulance qui vient très, très souvent sur cette piste-là, est-ce que ce serait une chose envisageable, M. Hood? Ça serait des gros coups. Puis est-ce que j'ai déjà amené ça à la MRC? J'ai eu une chose de non-recevoir. Bravo. Oui, c'est que... Non, ça n'a pas été bien reçu. J'avais même fait des calculs pour que chacune municipalité paierait tel montant. J'ai même pas pu me rendre là, l'aborder. C'est parce qu'on parle de ça de même, puis ça serait quand même quelque chose. C'est évident que le jour où on aurait un investisseur qui investirait là-dedans, qui aurait un genre de commerce qui serait relié avec l'aviation. Un inspecteur, un gars qui pourrait examiner les moteurs, donner une certification. Que le commerce serait implanté là et puis ça ramènerait d'autres choses aussi, graduellement. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après ça, peut-être que des compagnies de mines, avec le transport d'hommes, comme là, j'ai été abordé là, pour à un moment donné là-dessus, là, pour regarder, voir c'est quoi qu'on pourrait faire là, pour une coupe de mines qui sont dans le Nord, qui pourrait, au lieu d'envoyer les personnes à Rouen, prendre l'avion, peut-être la prendre à La Sarre. Qui pourrait la prendre ici. C'est des choses à regarder, on va voir avec le temps. Monsieur Hood,
Un projet pilote pour la pose de macadam dans le rang 9 ouest. Quel est ce projet-là? Ça, c'est un projet, on a eu une petite subvention. Okay. Puis on s'est dit, c'est un rang où c'est 1,8 km. Fait qu'on a dit, ça sera la belle place pour voir c'est quoi le résultat de ça. Fait qu'on a ciblé le rang 9 ouest, et puis on avait du fossé à faire un petit peu. Le relevé du chemin, c'est nous autres qui l'a fait, nous autres mêmes, la ville. Par la ville, OK. Fait qu'à ce moment-là, c'était pas des gros coups. Fait qu'on s'est dit, on a fait l'évaluer de ça, on s'est dit, on va de l'avant avec ce projet-là. Fait que là, on l'a fait faire. Juste pour les soumissions qu'on a eues pour le macadam, ça montait, on avait 3 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire, ça nous coûtait 119 000 119 000 pour 1,8 km. Pour 1,8 km. Qui fait à peu près 1 000, c'est ça. Environ. Oui, c'est ça. Ça fait plus qu'un 1000. Oui, mais disons. Fait qu'à ce moment-là, on trouvait ça intéressant. Fait qu'on l'a fait. Et puis, à date, là, c'est très, très bien. On est très enchantés de ça. Puis ça nous permet de voir c'est quoi qu'on pourrait faire ailleurs. Ça, c'est évident. Faut pas qu'il y ait de transport lourd. Ouais. Ça, là, si les camions vont là, c'est il y en a qui se plaisent, on dirait, à prendre des rangs où il y a du macadam. C'est ça. C'est fait pour l'automobile. Oui, automobile, camionnette, etc. Fait que c'est un projet pilote. Oui. Dans le but de trouver à peu près ce que ça peut coûter au kilomètre. Oui, puis regardez, si on regarde la calamité, par exemple, on a un chemin pour la calamité, un chemin pour aller à partir, en face de Tembet, pour aller à Sainte-Hélène. On a un bout là aussi qui nous appartient. Mais s'il n'y a pas de transport là, on va l'envisager, on va le regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on va faire l'étude, certainement. Moi, quelqu'un, je vais m'organiser pour le faire. Mais la calamité, on peut pas traverser les ponts, là. Parce que les ponts, c'est 5 tonnes, là. Ah oui, c'est sûr. Le ministère des Transports nous a baissé le tonnage à 5 tonnes. Ça veut dire qu'on peut pas aller plus loin que les ponts. Ça veut dire que, à ce moment-là, il faut qu'on attende. Est-ce qu'ils vont modifier l'affaire des ponts, là? Il va falloir, à un moment donné, un jour, parce qu'on est obligé de prendre des contrats avec d'autres municipalités, Nord-Métal, avec Dupuis, c'est l'enlèvement de la neige, c'est les autobus scolaires, c'est tout ça. Ça touche tout le monde, là. Réparer tous les terrains, non, je veux dire, préparer 4 terrains pour maisons mobiles dans le parc, ça veut dire que les demandes de maisons mobiles sont encore en hausse? Sont toujours en hausse, oui. Parce que ça, c'est des terrains qui sont pas finalisés, là, d'être aménagés. Puis on veut les aménager parce qu'on a une clientèle qui veut les avoir. C'est pour la raison qu'on veut... Puis il y a d'autres travaux aussi, on n'aura pas le temps de toutes les passer, Monsieur Hood, mais il y a des travaux au coin de Intersport et 5e Avenue, des travaux au coin du restaurant Mike's aussi. J'aimerais ça en parler de ça, parce que ça, c'est des travaux qu'on aurait dû faire il y a 2 ans. C'est des travaux qui ont été repoussés par rapport à la température, par rapport au manque de personnel, par rapport au manque de machinerie, etc. On s'est dit en 2014, on finalise tous les travaux qui n'ont pas été faits. Et puis après ça, on va faire un plan. On a commencé notre plan triennal, là, une rencontre cette semaine, pour 2015, 16 et 17. Là, à ce moment-là, les vrais projets, on va les faire. Cette année, là, on a dit avec le déluge. Vous finissez un peu ce qui n'a pas été fait. C'est ça. Puis là, il y a les déluges qu'on a eu l'année passée, qu'on a dit qu'on améliorerait dans la rue Saunier. Bon, ben, les travaux vont commencer cette semaine, là. Tout le matériel est rendu. Et puis là, on est en train de faire la première US, qui est la RAC, là, qu'on a inaugurée le 15 septembre. Et puis là, ils sont en train de faire l'asphalte. La même compagnie, elle s'en va sur la rue Saunier, et puis elle va faire les travaux. Monsieur Hood, ça va être amélioré. C'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment. Puis, dans une prochaine fois, on va continuer ces travaux-là, à énumérer tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Hood. Ça me fait plaisir, puis je suis toujours prêt à venir n'importe quel temps. Je trouve qu'une demi-heure, c'est pas assez. Ça me fait plaisir, Monsieur Hood. De toute façon, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Mon invité est passé à l'histoire en devenant le premier Abitibien à arbitrer
en série finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois de Macamic Patrick Morin. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Patrick. C'est vraiment gentil. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont resté peut-être surpris un peu d'apprendre que Patrick Morin a arbitré en finale des séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va en revenir un petit peu plus loin là, sur ça, mais seulement, moi, là, si je vous demandais comment tout ça a débuté, moi, votre cheminement, tiens, à partir, on sait que vous avez joué pour les Conquérants de la Sarre, mais moi, là, je parle au point de vue de juge de ligne et arbitre. Votre cheminement, ça a commencé où, quand, comment? Ça a commencé un petit peu plus jeune. J'avais déjà arbitré quelques parties, mais jamais rien là, de concret, là, de continuité. Puis quand j'ai terminé ma carrière dans le midget 2A, nous, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre ici. Oui. Je voulais rester en contact avec le hockey, donc j'ai décidé de me lancer dans l'arbitrage pour rester en contact avec le hockey. Puis de fil en aiguille, en commençant au hockey mineur, en arbitrant novice, Atome, puis Bantam, puis après ça, les conquérants. Justement, j'ai arbitré les conquérants aussi. Après ça, on tombe au niveau provincial. On tombe dans le staff élite provincial au Québec. Donc, on fait les forestiers d'Amos. On commence à faire du midget 3, junior 3. Oui, exactement. Puis après un an, midget 3, j'ai tombé juge de ligne junior majeur, puisqu'il y avait un besoin en région. On a 2 équipes, puis on manquait, comme ça, de fil en aiguille, je suis tombé junior majeur, puis c'est ma 15e saison cette année. Mais le temps passe vraiment très, très, très vite, parce que quand je lisais, justement, dans les notes que j'avais, que vous aviez déjà 14 ans de fait dans le circuit Courteau, mon Dieu Seigneur, c'est... Oui, ça va vite. C'est beaucoup de sacrifices. Oui. Ça prend du support de la famille. Ça prend. Parce qu'on est souvent parti, beaucoup de routes. Maintenant, je voyage beaucoup moins. Je fais surtout les équipes régionales Rouyn-Val d'Or. Oui, c'est ça que je voulais en venir. C'est sûr qu'on va parler des séries un petit peu plus tard, là. Mais seulement que là, on va s'en tenir à la saison régulière, qui va commencer. C'est vrai que l'émission va passer en début octobre. Là, ça va être commencé à ce moment-là. Mais pour Patrick Morin, durant la saison régulière, est-ce que Patrick a à se déplacer à l'extérieur de la région ou s'il va couvrir seulement les Huskies, puis Val-d'Or, les Foreurs? Depuis 3 ans, oui. Parce que nous, les juges de ligne, on ne voyage pas tout seul de longue distance. On voyage toujours avec un arbitre en chef. Moi, je suis juge de ligne. Oui. Je suis pas arbitre, je suis juge de ligne. Puis les juges de ligne tout seuls, on ne voyage pas. Pour des questions monétaires là, pour la Ligue. On voyage toujours avec un arbitre en chef. Donc, depuis 3 ans en région, il n'y a plus d'arbitre en chef. On en avait un avant, avec qui je voyageais beaucoup, justement. Qui était? Stéphane Tremblay. OK. On va en parler un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. Oui. Puis, on voyageait beaucoup. Là. On partait les jeudis, après le travail. Le vendredi, on prenait congé au travail. On arbitrait le vendredi, samedi, dimanche. Puis on revenait le dimanche dans la nuit pour retravailler le lundi. C'était environ 2 fins de semaine par mois là, qu'on partait arbitrer. On faisait le tour de Québec, Chicoutimi, Bécomo, Rimouski, Montréal, Gatineau. On les faisait, j'ai toutes fait les arénas du Québec. Je suis jamais allé dans les Maritimes, mais au Québec, j'ai fait toutes les arénas là, comme juge de ligne. Je veux pas entrer dans des choses trop personnelles. Vous me répondrez si vous voulez, puis j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr qu'au point de vue de rentabilité, OK? Au point de vue de rentabilité, c'est sûr que vous êtes payé pour être juge de ligne, pour arbitrer. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est rentable? Moi, si vous voulez dire le montant que vous avez par rencontre, libre à vous. Si vous ne voulez pas le dire, libre à vous également. Mais est-ce que c'est rentable quand vous avez arbitré, disons, le vendredi soir, le samedi soir, puis habituellement, c'est le dimanche en matinée, habituellement. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut la peine? Ou si c'est la passion? Ben, aujourd'hui, là, étant donné que je voyage beaucoup moins, oui, je peux dire que c'est rentable. Oui, c'est un bon à côté. On ne se comptera pas de menterie. Puis, mais au départ, là, on faisait pratiquement pas d'argent avec ça. Même quand j'ai commencé, on payait pour arbitrer dans le fond. C'était la passion. C'est encore la passion. Oui, beaucoup. Mais c'était la passion qui vous a tenu là. Oui. Moi, là, le désir de monter aussi. Là, c'est sûr. La première année, midget 3, là, on voyageait, on allait à Montréal. Là,
On ne perdait pas d'argent, là, mais on n'en faisait pas. C'était vraiment... Patrick Morin a travaillé fort pour en arriver où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez songé à abandonner? Non. Au contraire, puisque nous, en Abitibi, étant une région éloignée, c'est plus dur aussi de cheminer là-dedans. On voit moins d'hockey, il y a moins de ligues que les arbitres des grandes régions comme Montréal ou Québec. Ouais, c'est sûr. Puis, j'avais un mot d'exemple, on parlait de Stéphane Tremblay tantôt, qui, lui, a vraiment poussé pour que les arbitres de l'Abitibi soient reconnus. Puis ça me motivait toujours plus, tu sais, quand on essuyait des refus ou des choses comme ça, de, vous êtes trop loin. Non, on poussait plus fort, justement, pour leur montrer qu'on pouvait, nous aussi, être capable d'offrir un bon rendement puis d'arbitrer à ces niveaux-là. Non, je pense que c'était l'inverse. Abandonner, non. Toujours aller plus loin. Toujours aller plus haut. Quand il y avait des embûches, aller pouvoir... Ouais. Patrick, dites-moi, on va rentrer peut-être dans un petit moment, peut-être un petit peu difficile, mais dites-moi une chose. Comment Patrick Morin va se préparer à arbitrer un match? Et j'entends par là, parce que peut-être que la préparation n'est pas la même. Si vous êtes en série, c'est peut-être pas la même chose. Si vous êtes en saison régulière. Mais où je veux en venir, comment Patrick Morin va dealer, excusez l'expression, mais va dealer avec le fait que, OK, à soir, c'est l'efforeur qui rencontre le dracard, disons, ou en tout cas, peu importe, il va y avoir de la casse. Probablement, parce qu'à soir, là, il y a des règlements de compte. Parce qu'on sent venir ça, là, que ce soit dans la Ligue américaine, la Ligue centrale, la Ligue nationale, on sait que probablement que le prochain match là, qui va avoir lieu là, entre Boston et Montréal, là, ça se peut que les gants tombent, là, tu sais, là, avec ce qui s'est passé déjà là, en série l'an passé. Mais c'est pareil aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a des clubs, des fois, où on dit, oh, OK, à soir, c'est telle équipe contre telle équipe, c'est moi qui est juge de ligne. Je pense qu'on peut s'attendre à les séparer. Comment on se prépare à ça? Rendu à ce niveau-là, on a la chance d'être en contact avec tous les arbitres du circuit, puis avec notre patron, M. Chartrottier. Puis, on a toujours, mettons, comme vous dites tantôt, on faisait Val-d'Or, Bécomo en série. On a toujours des rencontres avant les parties des séries avec les superviseurs qui couvrent toutes les séries, qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans les parties précédentes, quel joueur avec tel joueur. Oui, on est toujours bien préparé, puis c'est la même chose un peu en saison. On sait ce qui s'est passé dans les parties antérieures entre les deux équipes. Puis on peut, sans prévoir, on peut prévenir les choses qui vont arriver. Puis oui, ça l'aide beaucoup, mais on se prépare généralement de la même façon. C'est sûr qu'en série, il y a un petit plus, l'intensité monte énormément, puis mais en général, c'est pas mal tout le temps de la même façon. On est très bien encadré. Oui, puis, moi, je suis un passionné de hockey là, au départ. Puis, quand un juge de ligne, peu importe dans le circuit, peu importe le circuit, quand un juge de ligne doit-il intervenir quand il y a une bagarre entre deux joueurs? C'est sûr que des fois, il va y avoir une bagarre entre une vedette, excusez l'expression, mais un goon. Ouais. Là, c'est sûr que vous allez intervenir rapidement. C'est sûr, pour pas... Mais deux goons. Deux goons, là, regarde. On les voit venir, ils sont sur la glace, un est en face de l'autre, ça te tend-tu, regarde, on risque de s'asseoir tout de suite, là. Là, vous le savez que vous allez... Mais quand allez-vous intervenir? C'est sûr que quand l'autre mange un bon coup de poing puis les jambes commencent à y plier, mais habituellement, l'autre, il n'en donnera pas un deuxième parce qu'il y a un certain respect entre ces joueurs-là. Mais quand allez-vous intervenir quand vraiment, là, deux goons qui se pognent, là, est-ce que vous voulez laisser se vider, comme on dit, là, jusqu'à l'épuisement, parce que c'est difficile se battre en patin, là, c'est excessivement dur, physiquement. Quand vous allez intervenir? Le hockey a beaucoup évolué à ce niveau-là, les bagarres. À l'époque, quand j'ai commencé, là, ils pouvaient enlever le casque. Il y en avait. Ils pouvaient tout, là, puis s'en aller au centre de la glace, puis donner un show. Là. C'était deux gars qui étaient là pour ça. Avant, ils avaient le droit. Maintenant, c'est beaucoup plus sévère. Si les gars, ils lâchent les gants, faut qu'ils se prennent dessus. Ils ne peuvent pas tourner en rond, puis c'est vraiment dessus. Et aussitôt qu'il y a un casque qui part maintenant, nous, aussitôt que c'est sécuritaire, c'est sûr, on ne peut pas rentrer quand les gars ils frappent tout le temps, puis, mais aussitôt que c'est sécuritaire pour les juges de ligne, on intervient. Mais quand ça frappe, les casques, les gars sont debout, ça frappe, ça, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt qu'il y a un casque qui part ou qu'il y a un chandail qui embarque par-dessus la tête. Ou qu'il y a une goutte de sang qui apparaît. Aussi, oui, on essaie d'intervenir, mais il faut tout le temps que ça soit sécuritaire pour les juges de ligne.
Fait qu'aussitôt qu'on voit une opportunité, puis on rentre toujours les deux en même temps. Jamais un dans une bagarre. C'est ça jamais, qui est important. Avez-vous reçu des coups, malheureusement? Oui, c'était pas intentionnel, j'en suis persuadé, mais des coups... oui, ça arrive, effectivement, surtout d'une bataille multiple, là, quand il y a des joueurs qui arrivent de partout, on reçoit des coups, là, mais en général, les joueurs respectent beaucoup les arbitres là-dedans. Est-ce qu'il y a des joueurs, parce que si on fait référence à la Ligue nationale, Antoine va me donner juste un exemple, puis tout le monde le connaît, un gars comme Brad Marchand, un gars comme Plekanec, il y a des gars de blablabla, ça c'est continuel, ça c'est... Est-ce que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y en a de ça? Il y en a qui viennent vous voir, tu sais, là, ils se penchent un peu, mais ils vous parlent, ils disent, voyons, regarde, t'aurais pas dû faire ça, tu sais, là, regarde, laisse-moi donc jouer tranquille. Tu sais, là, il y en a, là, que le mange-patate arrête pas, là. Ouais, Brad Marchand, c'est un bon exemple, parce qu'il a joué pour les Foreurs. Oui, exactement, Je l'ai arbitré longtemps. Ah, ben, OK, c'est vrai, ben oui, Il a joué dans la Ligue. OK. Puis, c'est effectivement, il était pareil à l'époque. Il était pareil. Oui, puis il y en a encore, puis il va toujours en avoir, puis c'est plus difficile souvent de faire affaire avec ces gars-là. Ceux-là, oui. Puis, mais à l'opposé, par exemple, il y a des joueurs qui sont vraiment gentlemen, en parenthèse. Puis c'est vraiment, je pense à Claude Giroux, qui était mon Dieu, un excellent bonhomme, puis il connaissait les règlements autant que les arbitres. Fait qu'il fallait pas se tromper avec Claude Giroux parce qu'il posait des questions. Justement, quand vous avez à rendre une décision, parce que des fois, là, ça se prend une fraction de seconde, là, le coup de sifflet est là, puis tu n'es mon Dieu Seigneur. Là, j'ai été sifflé, mais il n'y avait pas hors-jeu. C'est sûr qu'il y en a, blablabla, puis ils vont venir vous voir, d'autres qui vont dire, mais là, je pense que tu aurais pas dû le siffler, ils vont y aller des poliments. Ouais. Mais quand vous faites une erreur, parce que vous n'êtes pas infaillible. On est humain. C'est ça, vous êtes humain. Mais quand vous faites une erreur de même, ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui, il faut l'accepter. Puis il ne faut pas se cacher, il ne faut pas trouver 50 raisons. On l'a manqué. Puis les joueurs apprécient ça, les entraîneurs surtout, que quand on accepte qu'on a fait une erreur, de leur dire oui, je me suis trompé. Au départ, OK, regarde, il l'a fait, il l'a fait. Oui. On efface, puis on recommence, autrement dit. Oui, puis maintenant, avec les parties sont toutes filmées. Oui. Il y a beaucoup de caméras. On est scruté vraiment à la loupe, c'est vraiment, mais on reste des humains quand même, puis c'est sûr. Il reste à peine 2 minutes déjà. Le 7 mai 2014 au centre Air Québec, Val-d'Or, au match numéro 4, c'est une date historique pour vous? Oui, parce que je suis le premier Abitibien à officier durant la finale de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Vraiment, dans la finale. Puis j'ai été sélectionné l'année passée pour faire la finale. Et on vous sélectionne comment? Notre travail est supervisé tout au long de l'année, tout au long des séries éliminatoires. Puis en rendant en série, c'est le rendement des... c'est comme les équipes un peu, ceux qui offrent le meilleur rendement, qui avancent dans les séries. Mais nous, en étant en région, c'est sûr qu'on dépend beaucoup des équipes régionales. Oui, bien sûr. Fait que là, en ayant Val-d'Or en série l'année passée, c'est sûr que ça m'a donné un petit coup de pouce là, pour pouvoir continuer. Très vitement, 30 secondes seulement, Stéphane Tremblay qui a eu un impact important. Un très gros impact sur ma carrière, Stéphane Tremblay. C'est lui le premier juge de ligne dans le junior majeur en Abitibi, quand les Foreurs sont arrivés en 93, je pense. C'est lui qui était le premier juge de ligne, puis c'est avec lui que j'ai eu mes premiers contacts là, au niveau midget 3, junior majeur. Puis de fil en aiguille, on a fait environ 1 million de kilomètres ensemble pour aller arbitrer. Fait qu'on est devenus des très bons amis. Puis aujourd'hui, il est superviseur dans la Ligue. Ah, OK. Oui. Puis c'est on dit que Patrick Morin, ils sont genre 8 à 10 ans encore? Oui, tant que la santé va le permettre, oui. Puis oui, beaucoup. Patrick Morin, merci infiniment. C'était très intéressant. On aurait pu continuer encore beaucoup. Puis vous êtes une fierté pour nous autres. Et puis réellement, vous faites un travail exceptionnel. Puis vous êtes une fierté. Merci beaucoup. J'espère donner le goût aux jeunes qui commencent dans l'arbitrage. Ça, c'est une chose. Exactement. Si ça peut donner un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, oui, aux jeunes. Patrick Morin, merci beaucoup puis continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.